Donc, dans l'ordre du jour, on va travailler sur le contexte et la conjoncture, remettre en perspective donc l'organisation des entreprises dans la conjoncture actuelle. On verra comment la traçabilité et la digitalisation vont ensemble. On fera avec Francisca un focus sur la réglementation en cours et l'impact et la nécessité, on va dire, de la maîtrise de la donnée qui est associée. Et puis on finira par justement une ouverture sur l'IA, comment on peut intervenir là-dessus. Donc aujourd'hui, pour travailler sur ce workshop, on est ensemble pour deux bonnes heures, suivant les questions et votre participation. Donc je serai accompagné d'Anne Vallier, qui va se présenter, de Panchica, et moi-même. Anne Vallier, je vais la laisser se présenter, mais c'est une consultante en supply chain amont, qui travaille sur de nombreuses marques. Et donc, je vais lui laisser, voilà, je vais lui laisser, elle n'a pas pu venir, elle s'excuse. Et par contre, on a fait donc une présentation vidéo et on a enregistré ces différentes interventions. Merci Patrick et bonjour. Donc oui, effectivement, je suis Anne Vallier, je suis consultante indépendante. Et j'interviens je suis une spécialiste de la transformation de la chaîne de valeur produit et j'ai une expérience reconnue dans différentes grandes marques de prêt-à-porter françaises. Panchica, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Panchica Hospital, je suis experte en circularité textile et aujourd'hui je vais vous parler principalement des réglementations qui sont en cours et des potentiels changements pour la traçabilité. Voilà. Moi-même, je suis Patrick Bourg, je suis associé fondateur de Bellara, qui est un éditeur de solutions, ISM Solutions, et on est spécialisé depuis maintenant plus de 20 ans dans la digitalisation de la supply chain amont dans l'industrie textile, mode et luxe. Voilà, donc on partagera nos différentes expériences. Premier chapitre de la présentation, donc sur contexte et conjoncture, et je vais redonner la parole sur le slide suivant donc, à Anne Vallier. Alors en ce moment, comme pour de nombreux secteurs d'activité, le contexte il est particulièrement difficile et exigeant, que ce soit pour les marques françaises, mais aussi pour les marques internationales qui sont implantées en France. Et généralement, elles font face à deux enjeux. Alors, d'un côté, une pression réglementaire qui est de plus en plus stricte, par exemple avec la loi AGEC, les exigences sur la traçabilité, les exigences aussi en termes douanières et réglementaires, on va dire. Et de l'autre, une évolution très rapide aussi des attentes des clients qui sont de plus en plus sensibles de leur côté à la transparence, au scoring environnemental et à l'engagement durable des marques, qui ne soit pas du greenwashing. Donc, les problématiques, malgré tout, elles sont généralement communes à tous. C'est d'abord généralement une fragmentation des systèmes autour de la supply chain, avec généralement une multitude d'acteurs qui interviennent, plusieurs systèmes différents, et voire du Excel, mais aussi et surtout plusieurs sources et plusieurs formats de data. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi généralement un manque de visibilité en temps réel sur toute la chaîne de valeur des fournisseurs du rang 1 au rang 3. Certains vont jusqu'au rang 4. Et ceci, ça complique considérablement le pilotage des risques et la prise de décision pour maintenir les délais. Et enfin, en plus de tout ça, et étant donné le contexte, une pression économique qui impose d'optimiser les coûts, les stocks, sans sacrifier pour autant à l'agilité. Donc, je vais revenir un petit peu sur le contexte global. On peut dire déjà que la mode aujourd'hui est vraiment à un tournant. Aujourd'hui, on voudrait vraiment entrer dans une transition vers une mode plus durable. Et dans le contexte général, on voit vraiment une volonté, mais aussi des freins à levier au niveau des entreprises et aussi vis-à-vis des consommateurs dans leurs moyens de consommer. Donc, ces dernières années, on a beaucoup parlé de transition, d'économie circulaire, de responsabilité. Et pour avancer vraiment dans ces sujets-là, en fait, il faut vraiment des données fiables.
C'est vraiment ce qui manque. Aujourd'hui, on peut être taxé en tant que marque de greenwashing très facilement. Il y a des lois qui encadrent aujourd'hui toutes ces déclarations, notamment la loi AGEC en France, et puis aujourd'hui avec l'affichage environnemental. Mais on peut dire que la base pour avoir des informations qui sont concrètes et vraiment mesurées, c'est l'information fiable. Et c'est vraiment ce qui va être difficile à obtenir et qui va être vraiment le socle pour piloter ce changement. Pour avoir des informations sur les produits, savoir exactement de quoi ils sont composés, comment ils ont été fabriqués et aussi quels impacts ils vont avoir tout au long de leur cycle de vie. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se contenter de ce qui est écrit sur l'étiquette, il faut aussi penser à après le produit pendant son usage et aussi jusqu'à la fin de sa vie utile. Donc, les données de traçabilité sont essentielles pour faire ces calculs d'impact, mais elles ne sont pas réservées uniquement aux bureaux qui vont faire ces études, ni aux services RSE des entreprises qui vont pouvoir faire ces calculs avec Ecobalise. Elles concernent le consommateur qui n'a pas toujours les informations nécessaires pour faire un achat éclairé aujourd'hui. Elle concerne aussi les marques qui doivent mesurer leur impact, notamment avec l'impact environnemental, avec aujourd'hui l'affichage environnemental qui entre en vigueur de manière optionnelle aujourd'hui, mais demain qui sera obligatoire, et aussi pour leur outil de reporting. Donc, tout ce qui est reporting extra-financier qui s'intensifie avec notamment la CSRD qui va, ces prochaines années, demander davantage d'informations qui vont être normées. Aujourd'hui, ces informations sont souvent difficiles à collecter puisque dans les entreprises, elles concernent plusieurs services. Quand je parle des entreprises, des marques, ça va être plusieurs services. Mais aussi, elles vont concerner les fabricants qui sont souvent éloignés des entreprises et éloignés géographiquement, mais aussi par leur nature, puisque c'est pas du tout des activités qui peuvent être des activités de bureau ou de retailing. Ça va être des informations qui concernent la production et les produits, les matières premières, les process, et toutes ces informations vont être difficiles à collecter. Le paradoxe, c'est que ces ambitions nationales, notamment en France avec AGEC, l'affichage environnemental, et au niveau européen avec l'éco-conception pour des produits durables, j'en parlerai un peu plus tard, avec notamment le passeport produit, sont immenses. Toutes ces ambitions sont immenses, mais ça avance très lentement du côté des marques. Et on a donc des nouvelles lois, mais les entreprises font des efforts, mais aussi on a le comportement des consommateurs qui vont pas forcément plébisciter les marques mieux-disantes et les marques qui font le plus d'efforts, voilà, mais qui vont aussi battre des records pour l'ultra fast fashion. Donc, comment faire avec ces marques pour continuer cet effort vers une transition durable et à la fois être performant économiquement? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la traçabilité peut aider à améliorer donc cette performance à la fois économique, écologique et stratégique. Alors, stratégique parce que la traçabilité permet de sécuriser les approvisionnements et d'anticiper les risques. Quand on sait ce qu'on fabrique, on peut éventuellement modifier dans ses process et modifier sa logistique pour avoir le bon produit au plus vite et dans les bons temps dans les boutiques. Économique parce qu'on peut avoir moins d'invendus de cette manière-là et on peut aussi éviter tous ces retards qui vont coûter cher en boutique si les produits ne sont pas arrivés pour l'événement qui était prévu ou si on va devoir changer le moyen de transport. Et enfin écologique, puisque aujourd'hui, on parle d'affichage environnemental, mais c'est une stratégie globale
d'améliorer la durabilité des produits et de pouvoir, pour les marques, faire du reporting à ce propos. Donc, pour conclure, on peut dire que la traçabilité va être une condition nécessaire pour pouvoir piloter cette chaîne d'approvisionnement et pouvoir améliorer ses performances. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut être conscient que la traçabilité, si elle est essentielle, elle implique d'abord dans l'entreprise un changement culturel pour repenser les activités autour de la donnée, autour du produit. Pendant des années, l'analyse qu'on sait, c'est que l'industrie de la mode s'est mise en mode sous-traitance de la production et elle a pris ses distances avec les moyens industriels, avec les contraintes de fabrication. La sous-traitance était la clé de tout. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ça nécessite quand même cette traçabilité, cette réglementation, une meilleure maîtrise des cycles d'approvisionnement et une meilleure connaissance des matières. Et le risque, c'est d'attendre que les réglementations deviennent obligatoires pour réagir. Il faut qu'on mobilise les moyens humains, les moyens techniques, les moyens réglementaires dans les entreprises. Et pour ça, il faut travailler en amont pour intégrer les enjeux de la réglementation et faire évoluer les organisations en conséquence. C'est un bouleversement qui va être au niveau du management, de l'organisation et qui va obliger à plus de transversalité. On a vu d'interdépendance, mais d'interdépendance entre les services, entre les partenaires et les prestataires avec lesquels on va travailler. Et la première étape, il devient essentiel de réacculturer les équipes en interne pour passer d'une culture du négoce, celle de là, on fait travailler des fournisseurs, à une culture industrielle ou de co-développement industriel où la maîtrise de la donnée sera extrêmement importante. On voit, nous, chez nos clients, des nouveaux modes d'approvisionnement qui apparaissent avec des approvisionnements hybrides où les matières premières sont mieux étudiées, où il y a des négociations avec les fournisseurs de rang 2 ou 3 pour pouvoir massifier, réduire le nombre de composants, massifier les achats et les proposer aux fournisseurs de rang 1, qui va permettre à la fois de rationaliser, mais aussi de mieux produire, de produire moins, de produire plus juste. Ça nous amène, ce changement de culture, à un changement aussi, à une évolution des profils dans l'entreprise, et il y aura un impact organisationnel, on l'a vu, RH, parce qu'il y a de plus en plus de data scientists qui intègrent les organisations de nos clients et dans les entreprises. Data scientists, ce sont des gens qui vont maîtriser la donnée, l'analyse, la collecte de la donnée. Alors certes, il faut impulser le changement et l'expérience montre qu'il ne faut pas oublier d'outiller ce changement. C'est la poule et l'œuf, on a mis en place des organisations en interne, mais pour structurer ce changement, pour le pérenniser dans le temps, il va falloir l'outiller et c'est là où la digitalisation prend toute la mesure. Quand un collaborateur comprend que la donnée qu'il renseigne, elle sert d'autres collègues, d'autres services, et qu'elle a un impact sur la valorisation de son savoir-faire, sur la valorisation du produit, alors on commence à faire prendre racine aux changements et à ces évolutions. Aujourd'hui, toutes les évolutions réglementaires redéfinissent la culture dans l'entreprise, elles font émerger de nouveaux métiers, elles transforment les organisations, et la conduite du changement est essentielle à un point. Je pense que les travaux ou les workshops qui auront lieu prochainement au sein de Rostima vont dans ce sens-là pour amener les entreprises à réfléchir différemment leur relation au produit, leur relation avec les fournisseurs, et puis la maîtrise de la donnée qui va être sous-jacente à la traçabilité, mais aussi à la conformité réglementaire. Donc, on voulait, sur la digitalisation, passer la parole à Anne. Alors, moi, j'interviens généralement dans des marques, effectivement, qui sont, on va dire, en construction ou qui sont pas équipées, qui ont beaucoup de difficultés. Et généralement, après ma phase de diagnostic, une de mes premières recommandations, c'est toujours la même, c'est de digitaliser cette supply chain amont. Et c'est un point qui est central parce que c'est là que se crée 70 à 80% de l'impact environnemental et économique d'une société textile aujourd'hui, d'une marque, on va dire, premium en tout cas. Et la digitalisation, du coup, c'est un vrai levier de compétitivité. Elle permet d'abord une visibilité de bout en bout sur les appros et les fournisseurs, en réduisant les risques de rupture ou les risques de non-conformité.
Cette digitalisation aussi, elle permet un pilotage proactif des délais avec une meilleure gestion et une meilleure anticipation des aléas. Et enfin, une traçabilité accrue qui est indispensable aujourd'hui, comme on l'a vu, pour la conformité réglementaire et la communication aux consommateurs. En résumé, on peut dire que c'est un levier de performance car elle transforme une chaîne qui est historiquement réactive en une chaîne plus prédictive et plus collaborative. Et donc, ça permet de réduire les risques, d'anticiper les retards et de mieux répondre aux exigences réglementaires. En rebond de ce que dit Anne, on parle beaucoup de la traçabilité qu'on assimile à une nouvelle obligation imposée par les réglementations telles que la loi AGEC ou la REC. Or, la traçabilité, elle existe depuis toujours dans l'entreprise. Elle est certes sûrement pas oubliée, mais dans la supply chain, elle est nécessaire pour contrôler la qualité d'approvisionnement, pour contrôler leur conformité, évidemment. Et donc, il ne faut pas tout réinventer. Il faut juste moderniser la collecte des données qui existent déjà en grande partie dans le système d'information. Parce que pour approvisionner un produit, il faut passer des commandes aux fournisseurs, il faut contrôler la qualité, il faut les réceptionner, les comptabiliser, les intégrer, et puis payer les factures, calculer les droits de douane. Il y a quand même tout un ensemble d'informations autour de cet approvisionnement qui nécessite donc une maîtrise de cette traçabilité. Donc on sait d'où ils viennent, comment, avec quoi, par qui ils ont été fabriqués. Mais la plupart du temps, ces données, elles restent réparties dispersées dans l'entreprise, elles ne sont pas centralisées, elles sont pas complètes et elles sont pas exploitables facilement. Et le vrai besoin des entreprises aujourd'hui, ça va être justement de digitaliser ces données-là, c'est-à-dire bien sûr de les collecter, mais de les rendre facilement accessibles. Alors comment? C'est là où les plateformes numériques de digitalisation de la supply chain apportent leur puissance parce qu'elles permettent aux collaborateurs internes et externes de contribuer, chacun à son niveau, pour saisir les données qui sont nécessaires au suivi d'un ordre d'achat, du passage de la commande à la réception des marchandises. Et ces passants vont devenir de formidables outils de pilotage. On l'a vu par rapport à vos réponses, à la fois avec des impacts économiques et des impacts sur le taux de service pour pouvoir améliorer donc cette relation et anticiper les retards ou les aléas de produits. Si on prend l'exemple du groupe Chantel, qu'on équipe depuis 2 ans maintenant, c'est mon partenaire historique du sous-vêtement français, ils ont digitalisé leur supply chain amont et très vite, grâce à un meilleur suivi, ils ont pu fiabiliser les réceptions et tellement bien qu'ils ont pris le risque de cadencer les achats au plus proche du planning prévisionnel et du planning des besoins commerciaux. Et ça permet, en lissant les achats, ça leur a permis de réduire les besoins de trésorerie, d'améliorer le besoin en fonds de roulement de l'entreprise et d'ajuster jusqu'au dernier moment les commandes en fonction des besoins réels. Et ça, c'est un impact économique direct. Le besoin de fonds de roulement aujourd'hui dans des périodes compliquées, c'est extrêmement important. Alors, les entreprises investissent beaucoup sur le commerce électronique pour vendre plus et mieux ou plus vite. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut aussi, par rapport aux réglementations, produire au plus juste et bien maîtriser sa production pour fiabiliser ses coûts et puis fiabiliser la qualité et puis les plannings de mise en magasin. Donc, la traçabilité, c'est pas juste une option pour cocher la case RSE, mais c'est un investissement qui devient stratégique parce que ça amène de la compétitivité par rapport à la maîtrise des coûts, de la productivité par rapport à la régularité de la production et puis, bien sûr, une conformité réglementaire. Donc, l'idée est de transformer l'entreprise vers un modèle plus robuste, plus responsable et surtout de le transformer dans un modèle qui va être de fait en conformité avec les réglementations. Il ne s'agit pas, on le reverra tout à l'heure, de travailler par-dessus pour montrer qu'on est conforme. Il faut bien une organisation qui est elle-même conforme à la réglementation. Voilà ce que je voulais partager comme retour d'expérience sur cette nécessaire digitalisation et l'impact qu'il peut y avoir au-delà de la traçabilité réglementaire, c'est de chercher de la productivité et de la performance. Donc là, je voulais redonner la parole à Anne Vallier. Alors, il y en a plusieurs et effectivement, on peut résumer la chose en disant que ça change la vie, et donc le quotidien à la fois des équipes et des partenaires. En interne, ça permet effectivement de fiabiliser la data produit et de fluidifier les échanges entre, ça dépend comment sont organisées les sociétés, mais entre les achats, la production, la qualité, la RSE aujourd'hui qui fait une
partie intégrante de cette supply chain, et la supply chain en elle-même, c'est-à-dire le transport, l'entrepôt, mais aussi la finance, puisque tout le monde travaille sur une source unique d'information à partir du moment où il y a une commande de passer, et ça, c'est majeur. Et en externe, elle permet aux partenaires, qui peuvent être soit des fabricants, soit des transitaires, de disposer aussi de cette plateforme collaborative en temps réel, où ils peuvent et ils doivent aujourd'hui saisir leurs data ou s'interfacer, que ce soit du planning, que ce soit des documents de transport, de douane, des certificats de conformité, ce qui réduit les échanges par mail, ce qui réduit la dispersion de la data et ce qui sécurise aussi les process. Parce que tous ces documents sont aujourd'hui stockés sur une base unique. Alors, tu me demandais si j'avais des exemples concrets. Oui, j'en ai plusieurs, mais lors d'un des projets que j'ai menés de digitalisation, on a réduit de 30% les retards d'approvisionnement, car les validations des jalons de production jusqu'au transport et les alertes étaient visibles en temps réel par toutes les parties prenantes. Un autre exemple qui est aujourd'hui encore plus d'actualité, c'est l'intégration des modules de conformité documentaire qui a divisé par 2 le temps passé par les équipes RSE, et les équipes aussi transport douane, qui doivent toujours récupérer différents certificats, Cotex, RDS. De nouveau, ça dépend des sociétés, ou pour la douane, les certificats d'origine. Et d'autant plus que dans les systèmes, il y a des alertes qui permettent aussi de relancer les partenaires en amont de la fin de la date de validité des certificats de conformité, par exemple. Et là, je vais donner la parole à Blanchica. Donc, c'est un focus réglementaire. Je vais faire un petit retour sur les différentes parties prenantes et qui ont accès ou qui génèrent ces données, qui les partagent, et les différents usages de ces données de traçabilité, comme je le disais, qui ne sont pas uniquement pour des besoins de communication, voilà, qui peuvent être très utiles à des fins stratégiques, économiques et bien sûr écologiques. Donc, en premier lieu, on a le consommateur qui a besoin d'avoir accès à des informations sur les produits, les process pour faire un achat éclairé. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on a bien sûr les fournisseurs qui ont besoin de ces informations de traçabilité pour savoir eux ce qu'ils achètent, puisqu'ils ont aussi des sous-traitants, ils achètent aussi des matières premières, et ils ont besoin de connaître quelles ressources ils utilisent, et ils ont besoin de collecter ces informations pour les rapporter aux marques et à toutes les étapes suivantes, notamment les autorités, puisque quand ils fabriquent, ils ont besoin d'expédier la marchandise qui souvent traverse des frontières, et ils ont besoin d'avoir des informations douanières. Donc, c'est très important d'avoir ces informations très précises sur notamment la composition des produits et les nomenclatures de produits pour que ces produits correspondent à la conformité des marchés et puissent passer la surveillance des marchés qui va être différente en fonction des pays, notamment là aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis, ça ne va pas être les mêmes données qui vont être exigées, mais il va y avoir donc des certificats qui vont être exigés à chaque étape. Il y a aussi donc les bureaux d'évaluation et de certification, donc les différents labels qui vont être accordés, mais aussi les entreprises spécialisées dans la traçabilité dans l'évaluation environnementale ou sociale aussi, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais en fait, on peut avoir des différentes évaluations pour avoir des produits qui soient plus vertueux. Donc, on a besoin pour ça d'avoir des informations sur le produit et les process et toutes les étapes précédentes pour pouvoir évaluer les impacts de ces produits et éventuellement les certifier pour que ce soit plus transparent pour la suite des process. On a aussi donc pour les entreprises françaises, notamment le besoin de reporting à l'éco-organisme, puisque en tant que metteur en marché, il y a des informations sur les différents produits,
notamment leur composition et, euh, et les typologies de produits qui vont être demandés pour payer des éco-contributions et éventuellement percevoir des éco-modulations en fonction des différents critères de produits, s'ils contiennent des matières recyclées notamment. Et depuis donc, cette année, il y a aussi donc, avant, c'était uniquement un système de bonus. Il va aussi y avoir un système de malus pour les produits qui contiennent notamment des fibres métalloplastiques ou qui contiennent des équipements électroniques ou électriques, ce qui fait que ça change un petit peu la donne. Alors, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet, mais jusqu'à présent, donc c'était un bonus. Certaines entreprises préféraient renoncer à ces bonus puisque leur mise en œuvre exigeait d'avoir beaucoup de documentation et une traçabilité très précise. Aujourd'hui, maintenant qu'il va y avoir un malus, est-ce que donc, ces éco-modulations vont être obligatoires? Je ne sais pas, peut-être. Ouais. Ensuite, donc, Je sais pas si à ce stade, en fait, il y a éventuellement en fait, des personnes qui souhaitent poser des questions spécifiques là-dessus ou des remarques particulières. Non? N'hésitez pas à nous interrompre. et bien évidemment, donc, toutes ces données de traçabilité vont être utiles pour la stratégie des entreprises, euh, marques et metteurs en marché, si on comprend les deux, pour mieux piloter les approvisionnements en ayant connaissance de tout ce qui est fabriqué et quand et comment il va être acheminé, à quelle date. Et toutes ces informations vont rendre possible une évaluation des performances des entreprises et aussi un reporting qui va être très précis. Moi, je peux aborder. Alors, je n'ai pas encore parlé de ma grande passion dans la vie, le passeport numérique des produits. Ça faisait longtemps. Mais en fait, toutes ces informations, un jour, elles vont être, enfin, c'est ce que je crois, dans le passeport numérique des produits, puisqu'elles vont englober donc des informations sur la conception du produit, sur sa fabrication et aussi des informations sur tout le cycle de vie du produit. Donc, la mise en marché, mais aussi après l'utilisation jusqu'à la fin de vie utile du produit. Et c'est ce que je crois, c'est que donc, toutes ces informations vont être normées et cela va faciliter la circularité, puisque c'est vraiment le but de cette traçabilité, c'est évidemment d'avoir des enjeux stratégiques, parce que sans entreprise qui fonctionne, on ne peut pas améliorer les modèles. Mais effectivement, la circularité est un des buts du passeport numérique des produits. Je peux me permettre en fait une petite question. Et peut-être Aude, peut-être que tu pourras me renseigner là-dessus. Dans le cadre des l'éco-organisme, en fait, qu'on a des éco-organismes qui ont été mentionnés, euh, je sais qu'il y a la possibilité en fait de solliciter pour les marques qui ont des initiatives, merci beaucoup, les marques qui ont des initiatives, de solliciter les appels à candidature, des appels à projets, notamment sur la partie innovation et R&D, dans le cadre en fait de ces thématiques-là, de la mise en place par exemple de produits, des initiatives d'innovation qui peuvent être faites en fait sur la partie traçabilité et supply chain avec des fournisseurs. Est-ce qu'il est possible de solliciter les éco-organismes en fait pour pouvoir obtenir un financement qui permet après derrière en fait d'être dupliqué sur les bonnes pratiques en fait à l'ensemble de la filière? Alors, rapidement, donc, deux organismes en charge de nos secteurs, Recycle pour le textile, chaussures de maison, et écologique de l'autre côté pour nos industries du sport, qui s'occupent des accessoires sport et loisirs. Aujourd'hui, vous suivez l'actualité féminine, Recycle, nous-mêmes, grâce à l'Union Scorestique et Eurofina, et le reste du comité d'administration, nous sommes en négociation pour la refonte du cahier des femmes, responsabilité élargie des producteurs que tu as abordé tout à l'heure avec les données familles et des co-modulations. À date, c'est bien des renégociations, c'est qu'on n'a pas on a des pistes, mais on n'a pas de possibilité de confirmer les clauses. Effectivement, il y a une petite très très forte potentielle obligation de la traçabilité, c'est tout l'objet aussi de notre travail aujourd'hui. Et parmi les bonus-malus, ce qu'on peut travailler et ce qu'on peut demander à Refashion, c'est de défendre les intérêts de notre secteur. Ce qui est en place aujourd'hui,
ce sont des avis, donc appels à manifestation d'intérêt et éventuellement des appels d'offres qui sont en train d'être réfléchis pour l'an prochain. Il faut attendre le nouveau cahier des charges, c'est ta première question. Et côté accessoires pour les loisirs. Donc, les accessoires pour les loisirs, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une raquette de tennis, un skateboard, une balle de tennis, une planche de soie, voilà. Est en cours. J'ai candidature jusqu'au 29 octobre à un appel à innovation, un concours écologique. Donc, si parmi vos marques, vous avez déjà anticipé des travaux qui utilisent la traçabilité, qui améliorent l'éco-conception et l'impact de votre produit, vous pouvez regarder ce concours-là. C'est une façon de détourner. En fait, les budgets, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. De l'éco-conception, réemploi, réparation, etc. Utiliser évidemment de la traçabilité pour et arriver avec de la donnée vérifiée, c'est encore mieux. Ça fait partie du cahier des charges. Et il y a pour chaque catégorie, il y a 10 000 euros à pouvoir. Merci. Et si on vient aux réglementations, donc là, je présente une chronologie d'à peu près une dizaine d'années, donc entre 2017 et 2028 pour aller tout au bout. Et on voit vraiment une accélération des réglementations. Alors, au niveau européen et au niveau français également, puisqu'on est vraiment moteur sur ces exigences de traçabilité et de transparence également. Le principal pivot, c'est vraiment en 2023, cette accélération des demandes d'information avec la mise en place de l'article 13 de la loi AGEC et les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. Donc, vous savez très bien de quoi je parle si vous êtes au sein d'une marque, parce que ça a été du jour au lendemain, en quelques mois, une nécessité de collecter beaucoup plus d'informations qu'auparavant pour vraiment caricaturer avant sur l'information produit qui était communiquée aux consommateurs vraiment strictement sur le produit, sur les étiquettes. Il y avait uniquement la composition qui était obligatoire. Quand vous regardez une étiquette produit, donc vous avez souvent la composition, que c'est obligatoire dans les langues qui sont utilisées dans les pays de commercialisation des produits. Vous allez avoir 50 étiquettes. Vous avez aussi donc peut-être le pays de fabrication. Alors ça, c'est toujours une discussion. Est-ce que le pays de fabrication, est-ce que les consommateurs le regardent? Longtemps, on a dit non, ça n'intéresse pas le consommateur. Et aussi, il y a une difficulté à évaluer le pays de fabrication puisque c'est soumis à des règles. Donc, c'est le pays dans lequel il y a eu le grand nombre de transformations ou de transformations de plus grande valeur ou la dernière étape de fabrication. Donc, c'est assez difficile à évaluer parfois quand les matières premières viennent de l'étranger et que la dernière étape est effectuée dans un pays. Donc, il y a cette information-là. Il y a l'information aussi souvent sur l'étiquette sur les conseils d'entretien, mais ce n'est pas obligatoire. C'est normé, donc les listings qui sont utilisés doivent être normés, mais ça n'est pas obligatoire. Donc avant, il y avait uniquement la composition sur les étiquettes. Et avec l'article 13 de la loi AGEC, il y a eu d'autres informations qui ont été exigées et qui doivent être communiquées aux consommateurs. Comme il y a un plus grand nombre d'informations, les étiquettes ne suffisent pas. Comment on peut communiquer? Alors, le plus simple pour certaines marques, ça a été d'utiliser des QR codes sur les étiquettes, puis mener à une page web sur lesquelles sont exposées les différentes informations qui sont les pays de fabrication, donc confection, tissage, tricotage et teinture et impression. Aussi la proportion de matière recyclée, l'éventuel rejet de microfibres plastiques si le produit est en synthétique, majoritairement, le contenu de substances dangereuses et les mêmes informations pour les emballages également. Voilà, donc toutes ces informations doivent être mises à disposition du consommateur au moment de l'achat sur un support gratuit. Donc aujourd'hui, on voit que c'est
plus ou moins accessibles. Il n'y a pas vraiment de normes pour la communication de ces informations. Donc ça, c'était vraiment le grand pas dans la traçabilité et la transparence de ces dernières années sur la communication. Mais en France, on va avoir aussi donc toutes ces informations, elles viennent de la loi climat et résilience. Et dernièrement, avec la loi climat et résilience, on a aussi eu donc l'éco-score textile ou l'institut environnemental des produits textiles. Et, donc le décret d'application a été publié donc, il y a quelques semaines. Et donc là, on entre dans une nouvelle ère où on va avoir donc une évaluation qui n'est pas obligatoire. Là, aujourd'hui, c'est optionnel, mais qui est normée et qui va pouvoir permettre de comparer les produits entre eux d'une marque à l'autre avec un score qui va donner des informations aux consommateurs. Et pour faire ce calcul, il y a encore davantage d'informations qui vont être collectées par les marques. Donc là, c'est encore un challenge. Euh, ces, ces deux, ces deux applications, donc l'article 13 de la loi GEC et l'éco-score textile, probablement, ils vont faire l'objet d'une équivalence européenne, enfin c'est ce que je crois, dans le passeport numérique des produits. Puisque un jour, on va devoir afficher quel est l'impact des produits. Et pour cela, il va falloir avoir davantage d'informations de traçabilité, notamment les pays de fabrication. Et donc, en France, on se prépare vraiment à ce passeport produit avec ces différentes réglementations. Au niveau européen, donc je vous avais parlé de l'étiquetage avant AGEC, il y a une réforme en cours pour la loi sur l'étiquetage qui date de 2011 et il y a eu donc une consultation publique en 2023-2024 sur éventuellement l'adoption d'une étiquette électronique, si possible, sur des informations sur l'impact des produits, favoriser la durabilité des produits. C'était une des volontés de l'Union européenne, c'est de favoriser l'éco-conception et la durabilité des produits. Donc, quelles informations vont être présentes, ça, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, là, c'est très intéressant si vous avez l'occasion de regarder donc, ce qui a été évoqué dans ces consultations. Que demain, au niveau européen, il y aura une nouvelle étiquette qui va arriver, c'est certain. On ne sait pas exactement si ça va être strictement ce qui est demandé par la loi AGEC et la sphère environnementale ou autre chose. J'espère que ce ne sera pas vraiment si différent. Ça va être sinon assez compliqué. Alors, on a une question. Le concours aujourd'hui, il est sur une base volontaire. De rappeler, toutefois, il est dit que dynamique à 2026, il y aurait une possibilité que des tiers accèdent à des données afin de publier des résultats des food scores sur les marques, mais qui ne sont pas des résultats publiés directement par les marques. Tu vois, mais je ne comprends pas comment on peut envisager que des tiers exploiter et trouver des données liées à la marque. Cette marque décide de ne pas les communiquer, et de toute façon, après, que vous avez laissé et pouvoir en acheter un résultat qui est quoi. Donc, enfin, voilà, si tu avais. Alors, la logique dans Ecobalise, là aujourd'hui tel qu'il est, c'est que donc il y a des données qui peuvent être entrées un peu par défaut, qui sont à chaque fois les pires scores qui sont évoqués. C'est-à-dire que sur la provenance de telle ou telle matière, on va dire que voilà, en l'absence d'impôt, on met la donnée par défaut qui va être le moins bon score. Donc on peut imaginer que on n'a pas d'infos sur un produit, on a uniquement sa composition globale, puisqu'il est égal, son poids,
on va pouvoir calculer un éco-score qui sera vraiment ce sera pas évidemment fiable, mais ça serait le pire scénario. Ça serait possible. Mais en revanche, si on a toutes les infos pour le calculer, forcément, la note sera meilleure. Donc, les marques ont intérêt à donner davantage d'informations plutôt que d'avoir les infos par défaut. Donc, EcoValid, c'est l'outil qui est mis à disposition par l'État pour le calcul d'impact environnemental et qui est donc disponible depuis le 1er octobre, puisque là, aujourd'hui, donc, si les marques souhaitent communiquer sur un impact environnemental, elles doivent donc utiliser cet outil pour le calcul. Voilà. Elles ne peuvent pas donner, elles, leur propre échelle, elles doivent utiliser cet outil. Ou si elles passent par des tiers, par des autres prestataires, eux-mêmes, ils vont utiliser cette échelle-là, voilà. En plus de peut-être de ce qu'ils font déjà, mais ils doivent utiliser ce référentiel-là. Panchika, pour ce review, et on voit que si on veut communiquer et si on veut répondre donc à toutes ces exigences, ben, il va falloir maîtriser la donnée, parce que si on veut ne serait-ce que se connecter à EcoValid pour envoyer des informations, si on veut travailler avec des tiers de confiance, si on veut, il va falloir qu'on ait une parfaite maîtrise de la donnée. Alors là, il y avait une intervention d'Anne Vanier. Alors, aujourd'hui, la question pour les sociétés textiles, elle ne se pose plus. C'est un must-have. Enfin, toutes ces réglementations, il faut, voilà, c'est obligatoire et tout le monde doit s'y conformer. Et tu l'as dit, c'est vrai que les sociétés, généralement, sont extrêmement silotées. C'est ce que j'ai dit au début. Il y a généralement énormément d'intervenants. Et ces réglementations, elles exigent pourtant une transparence totale sur, par exemple, la composition, l'origine, l'impact environnemental des produits, et sans une data fiable qui est structurée, qui soit aussi vérifiée et qui vienne effectivement de la supply chain amont. Si ça ne vient pas de la supply chain amont, après, derrière, c'est très difficile d'y répondre, en tout cas d'y répondre au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment où le produit arrive et où il doit être sur le marché, en fait. Donc, la maîtrise de cette data et sa centralisation, elle permet effectivement de vraiment cartographier la chaîne de valeur. Ça, c'est indispensable pour répondre aux obligations de vigilance et de traçabilité. Elle permet aussi de consolider des indicateurs environnementaux comme l'impact carbone, la circularité des produits, et ça au bon niveau de granularité que veulent bien choisir les marques. Et ça permet surtout d'automatiser des reportings réglementaires, ce qui évite aussi en fin d'année un travail manuel fastidieux et souvent source d'erreurs. Voilà. Parce qu'il faut aller récupérer de la data un peu en interne, mais aussi souvent quand on n'est pas équipé chez les fournisseurs. Donc, en clair, la data amont, elle devient vraiment le socle de cette conformité, mais c'est aussi un atout marketing parce que les marques sont capables de prouver leur transparence, qui sont capables de prouver leur transparence, gagnent la confiance du consommateur. On l'a vu au début, c'est de plus en plus important, notamment chez des populations plus jeunes. Alors, aujourd'hui, la question pour les sociétés textiles, elle ne se pose plus. C'est un must-have. Enfin, toutes ces réglementations, il faut, voilà, c'est obligatoire et tout le monde doit s'y conformer. Et tu l'as dit, c'est vrai que les sociétés, généralement, sont extrêmement silotées. C'est ce que j'ai dit au début. Il y a généralement énormément d'intervenants. Et ces réglementations, elles exigent pourtant une transparence totale sur, par exemple, la composition, l'origine, l'impact environnemental des produits, et sans une data fiable qui est structurée, qui soit aussi vérifiée et qui vienne effectivement de la supply chain amont. Si ça ne vient pas de la supply chain amont, après, derrière, c'est très difficile d'y répondre, en tout cas d'y répondre au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment où le produit arrive et où il doit être sur le marché, en fait. Donc, la maîtrise de cette data et sa centralisation, elle permet effectivement de vraiment cartographier la chaîne de valeur.
Ça, c'est indispensable pour répondre aux obligations de vigilance et de traçabilité. Elle permet aussi de consolider des indicateurs environnementaux comme l'impact carbone, la circularité des produits, et ça au bon niveau de granularité que veulent bien choisir les marques. Et ça permet surtout d'automatiser des reportings réglementaires, ce qui évite aussi en fin d'année un travail manuel fastidieux et souvent source d'erreurs. Voilà. Parce qu'il faut aller récupérer de la data un peu en interne, mais aussi souvent quand on n'est pas équipé chez les fournisseurs. Donc, en clair, la data amont, elle devient vraiment le socle de cette conformité, mais c'est aussi un atout marketing parce que les marques sont capables de prouver leur transparence, qui sont capables de prouver leur transparence, gagnent la confiance du consommateur. On l'a vu au début, c'est de plus en plus important, notamment chez des populations plus jeunes. Fichier Excel ou autre, ben, la montée en échelle, la mise en échelle de cette mise en conformité de la réglementation va être tout à fait impossible à respecter pour les marques. Donc, l'automatisation va être importante dans ce contexte. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire en rebond de ce qui vient d'être dit par le FICA, c'est que, en effet, la traçabilité est importante. Mais on associe, et Aude, tu en as parlé, la traçabilité et la transparence. Parce que c'est bien deux notions différentes. La traçabilité, ça va être la collecte fiable de la donnée. On va falloir collecter l'ensemble de la donnée, pouvoir l'historiser, on le verra après. La transparence, elle, c'est la restitution de manière vérifiable ou auditable de cette donnée. Et on ne peut pas dissocier les deux. Il ne s'agit pas de collecter de la donnée, il va falloir aussi pouvoir la restituer. Et tout l'enjeu, ça va être de le faire à moindre coût. Je disais tout à l'heure, ce que je disais, c'est comment monter la mise en échelle. Et pour pouvoir collecter cette donnée à moindre coût, ben on part du principe qu'un collaborateur, si on lui demande de saisir une donnée, il faut qu'il la saisisse au moment où il va mettre, le moment où il est en contact avec ces données. Si on demande à quelqu'un ou à une organisation de saisir a posteriori des données, de refaire des fichiers Excel, ben c'est une tâche qui va être jugée comme étant chronophage, dans laquelle on ne va pas pouvoir mobiliser l'intérêt, l'implication. Et nous, notre credo, c'est que pour que la collecte de la donnée soit fiable, elle doit être répartie sur chacun des acteurs et pour qu'ils ne saisissent que leur part d'information qu'ils maîtrisent au moment où ils sont en contact avec cette information et selon leur rôle. Et ça, seule la digitalisation va permettre de le faire parce qu'on va organiser la collecte de la donnée tout au long du processus. Si on prend un exemple, quand on fait un nouveau produit pour qu'il soit conforme avec la loi AGEC, ben, la marque doit déclarer une série d'informations sur l'origine des composants. Et qui est la meilleure personne pour renseigner cette donnée si ce n'est le fournisseur? Pourquoi? Parce que ben, lui, il va dire, ben voilà, la donnée, elle vient de chez moi, donc, et je vais pouvoir la saisir. Et ben, on va rendre la donnée par la digitalisation, on va rendre cette saisie de données obligatoire pour le fournisseur. Et on va lui dire, ben, tu vas saisir cette information au moment où tu vas lancer ta production. Et donc, comme le fournisseur, il doit puis respecter ces délais, et ben, il va pouvoir être enclin immédiatement à saisir cette information réglementaire et ça ne sera pas trop charge de travail trop important parce que à ce moment-là, il n'a que ça. Et c'est la collecte répartie de toutes ces données qui va permettre à la fois de satisfaire aux besoins opérationnels de tous les services, mais aussi de satisfaire aux besoins de mise en conformité. Quand on parle de fiabilité de la donnée, en comptabilité, il y a une notion qu'on appelle la piste d'audit fiable. C'est-à-dire que pour certifier les comptes d'une entreprise, le commissaire aux comptes prend au hasard, il fait un échantillon de quelques factures et il dit ben, montrez-moi le contexte de cette facture. Et si l'entreprise doit collecter l'ensemble des données de bon de commande, la facture de fournisseur, le bon de livraison, etc. Et si tous ces documents sont cohérents entre eux, alors le commissaire aux comptes va certifier les comptes de l'entreprise. C'est exactement la même chose qu'on va essayer de faire avec la supply chain. Pour qu'on ait de données auditables, on va contextualiser cette donnée. Si j'ai rempli, si j'ai pu produire, j'ai réceptionné de la matière première. Si j'ai pu lancer ma production, ben, j'ai fait un tour qualité. Si j'ai expédié, ben, j'ai fait en amont, j'ai pu complémentaire, etc. Et si la chronologie de ce faisceau de preuves faibles est cohérente,
alors ma donnée, elle sera fiable et elle pourra être utilisée comme étant une donnée de conformité. Et la donnée, elle sera fiable si elle est standardisée, si elle est régulièrement collectée, si elle est harmonisée entre les communes. La conformité réglementaire, elle sera atteinte si on est sûr que si j'ai 1000 commandes qui sont faites à mes fournisseurs, j'ai 1000 fois les mêmes opérations qui sont demandées à chacun. Et là, j'ai un faisceau d'une régularité qui démontre que mon processus, il est normé. Il est normé, ça veut dire que j'ai mis en place toute l'organisation, à la fois humaine, RH, organisationnelle, RH et technique, pour pouvoir collecter ces informations. Donc, ce qu'on va chercher à faire et qui ait le moins de coûts possible, c'est collecter systématiquement une donnée, de répartir cette donnée, de l'organiser. Et là, la digitalisation va éviter d'avoir à revenir sur les produits pour pouvoir historiser et contextualiser la donnée. Si je prends une donnée au hasard, et bien, je suis capable de remettre cette donnée dans le contexte en disant voilà tout ce qui s'est passé avant et dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé après. Et si tout ça, c'est cohérent, je me répète, toutes les commandes, si d'une manière par échantillonnage, je prends une demande et je vérifie que c'est cette même opération, et puis sur l'autre demande que je vais faire, j'aurai les mêmes informations, avec le même niveau de détail d'information que ça a été organisé, alors j'aurai un faisceau de pistes modifiables, et donc j'aurai une validation transparente de la communication de l'État, parce que je pourrais en capacité de remettre dans le contexte opérationnel de la donnée. Ça, c'est ce qui va permettre de réduire les coûts de mise en conformité. Donc, par la digitalisation, je vais l'amélioration de mon organisation, on l'a vu dans toutes les demandes que vous vouliez, donc améliorer la planification, améliorer la visibilité, améliorer la performance des fournisseurs, ajuster, produire au moindre coût, produire le plus juste possible. Et en faisant ça, je vais collecter cette information, l'historiser, la contextualiser, et c'est grâce à ça que je pourrai démontrer demain que l'information que je donne au fournisseur, l'information que je donne à l'institution en termes de réglementation, elle est valide. Ça me semble très important. J'ai une question. Et le fournisseur, clairement, il est au centre. Il est le cœur de la donnée un petit peu. C'est beaucoup de contraintes pour eux. On a souvent la question des marques, du coup, comment ne pas freiner un onboarding, comment amener les fournisseurs à collaborer, à travailler plus facilement dans cette saisie, cette collecte de données, parce que ça fait quand même eux qui l'ont. Et aujourd'hui, c'est eux qui prennent directement la plus grosse question dans les élections organisées. Oui, on a souvent la question de quid du onboarding des fournisseurs, parce que on leur demande déjà beaucoup, parce qu'on leur mais la digitalisation, on l'a dit tout à l'heure, ça va permettre d'outiller. Et on va outiller à la fois les utilisateurs internes, mais on va aussi outiller les utilisateurs externes des prestataires. Et l'idée dans la digitalisation, c'est le contrat gagnant-gagnant. Je vais demander une information au fournisseur, mais je vais aussi lui amener une information complémentaire. Je vais lui amener des indicateurs de performance. Je vais lui amener des outils d'auto-évaluation de sa performance, des outils aussi de productivité, parce que quand il va, plus il va saisir, plus il va contribuer à de la donnée, mais il va aussi bénéficier de la donnée qui aurait été saisie par la marque pour son compte. Le fait de ne pas avoir à ressaisir, par exemple, une commande d'achat, le fait de pouvoir aussi générer tout ce qui va être documentation douanière, tout ce qui va être documentation logistique, avec les ASN, avec les étiquettes colis, nous, dans l'ISN, on génère les étiquettes colis. Ça veut dire que, et les paquets, et les ASN. Ça veut dire que, quelque part, le fournisseur n'a pas à se préoccuper du format de ces données, etc. Il va récupérer les données de la plateforme de digitalisation. Il va restituer, il va répondre de fait à l'organisation de son client, la marque, pour pouvoir fournir des éléments que la marque veut. Et dans ces échanges de données, dans cette maîtrise de la donnée, on parle aussi beaucoup d'amélioration continue. C'est-à-dire que la marque aussi va pouvoir démontrer au fournisseur, ou le fournisseur va pouvoir démontrer les lacunes de la marque par rapport à la précision d'un dossier technique, par rapport à ces éléments, ou la marque va pouvoir travailler avec le fournisseur sur, oui, de la régularité du planning, comment cadencer la production. Donc, toutes ces informations vont créer des zones d'échange et de coopération avec le fournisseur. Et plus le fournisseur sera intégré dans le process de production, dans le suivi de la supply chain de son client,
Et puis, il y a des relations de partenariat qui vont se créer. Et l'idée, c'est de pas aussi, c'est de créer des relations à long terme. On était dans le cadre de la Charbali, on travaillait avec le groupe, on travaille dans la Charbali avec le groupe Peram. Et aujourd'hui, on travaille différemment avec ces fournisseurs. Et Isabelle de Fontaine nous citait l'exemple d'un fournisseur au Portugal qui voulait investir dans de l'énergie renouvelable. Et bien, pour aider à cet investissement, ERAM a signé, s'est engagé sur une durée un peu plus longue avec son fournisseur. Il y a ces éléments, il y a un gagnant. C'est l'impact sur la réglementation, ça va faire progresser tout le monde, y compris le fournisseur, y compris la marque, mais surtout la coopération. Ça va faire progresser en valeur ajoutée, en proposition de valeur, la coopération entre le fournisseur et la marque. Ça va permettre de fidéliser les relations, et c'est l'intérêt à la fois de la marque pour un meilleur résultat et l'intérêt du fournisseur pour un métier qui sont quelque part de la selle. Et on va démarrer le dernier chapitre, Caroline, donc c'est la partie intelligence artificielle. Donc sur l'IA, quelle marche vous trouvez? Donc il y avait, on avait fait intervenir Anne, et vous l'aurez dans le replay. Aujourd'hui, qu'on se rend compte dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne repose que sur de la donnée. Donc, si on n'a pas digitalisé en amont, et pardon, ce que disait Anne, et vous verrez dans le replay, pardon, c'est que, bien sûr, qu'il y a une attente extrêmement forte des professionnels sur l'IA, ne serait-ce que, et surtout sur la partie d'aide à la décision, d'aide à la prise de décision. Donc, ça, on n'est pas tout à fait dans l'IA. On a déjà des outils qui vont permettre d'aider à la prise de décision. Mais l'apport majeur que va avoir l'IA, ça va être l'aide à la prédiction de ce qui va se passer. Qu'est-ce aujourd'hui, plus ce qui est en train de se passer aujourd'hui, quel est le risque que je vais avoir à terme si cette tendance ainsi, cet enchaînement d'événements qui se fait, cet enchaînement d'événements a eu des conséquences par le passé. Et si aujourd'hui je vois que ce qui est en train de se passer ressemble, c'est ça l'IA, ça ressemble à ce qui s'est déjà passé, alors j'ai une chance importante que aux mêmes effets, aux mêmes causes, les mêmes effets. Et donc, ça va être dans cette prédiction. Et je ne peux pas avoir une IA efficace dans mon entreprise si je n'ai pas une historisation, une base de données extrêmement performante là-dessus. Donc, la digitalisation va permettre l'arrivée de l'IA dans les entreprises. Bien sûr, et là, je refais la différence entre l'IA générative que tout le monde connaît avec ChatGPT, avec Pilote ou autre, et l'IA prédictive qui s'appuie sur des modèles de données, sur des données historisées dans l'entreprise, qu'on va pouvoir croiser avec des données externes. Mais si je n'ai pas, moi, mes propres données, alors je ne vais pas pouvoir tirer je ne vais pas pouvoir faire travailler les moteurs de machine learning, les moteurs de prédiction de la partie IA. Donc ça, c'est très important et c'est quelque part, plus il y aura d'IA dans les d'IA prédictive proposées dans les entreprises, plus la frustration sera grande si je n'ai pas fait la digitalisation, si je n'ai pas un historique des données. Je citerai quelques exemples de la discussion. Et bien sûr, si je dois appuyer des moteurs d'IA sur mes propres données, il faut que je sois sûr de la qualité de ces données-là. Il faut que je sois sûr de la finesse, du détail de chacune d'eux. Dans le détail de la donnée, je perds énormément de matière pour nourrir un moteur d'intelligence. Alors, nous, on est éditeur d'une solution. Effectivement, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ces outils-là, qu'on réfléchit, qu'on cherche à trouver les cas d'usage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la complexité de la conjoncture, la complexité des réglementations qui se mettent en place, met en évidence l'importance du travail qu'on a fait depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de la thèse de l'écran sur la réflexion du modèle des données. Quelles sont les données qu'il faut stocker, qu'il faut historiser, quelle est la finesse du détail de la donnée dont on a besoin. Si je veux améliorer la performance de mes fournisseurs sur l'outil, par exemple, il faut que je mesure
tous les segments. Il faut que je mesure le délai de chaque segment, le délai de chaque, ou la réactivité sur chaque prise de décision, sur chaque aléa. Et quand j'ai toutes ces informations, ben, je peux derrière commencer à analyser et à donner au moteur IA l'ensemble de ces éléments pour que lui puisse prédire un événement ou un risque d'événement. Et c'est face à cette prédiction que va donner l'intelligence artificielle que je vais avoir deux choses. C'est la génération d'une action automatique où seul l'utilisateur aura à valider ou pas l'information, à valider ou pas. C'est-à-dire que je peux déclencher de fait, si j'ai une certitude très forte qu'un aléa va faire, je peux anticiper la réaction du fournisseur et lancer une action corrective. Et les outils pilotage permettront de donner à l'utilisateur la matière pour pouvoir éventuellement influer ou corriger sur cette décision. Simplement, je peux aussi mettre au fournisseur, vous le voyez dans les outils aujourd'hui de plus en plus, en disant, ben voilà, j'ai telle probabilité avec une fréquence d'occurrence à 75%, à 5%, à 3%, et quelle est l'action que tu vas déclencher par rapport à ce niveau de risque ou de pertinence sur la prédiction que je. Donc, il est évident que l'IA va s'appuyer sur un modèle de données, que ce modèle de données soit présent dans l'entreprise. Et là, on peut pas s'appuyer simplement sur des fichiers Excel, sur des dossiers, sur des données réparties dans un ERP. Ça va être très compliqué pour retrouver une base suffisamment tangible pour que l'IA puisse travailler. Et c'est parce qu'il y aura cette base tangible que l'IA pourra aller chercher d'autres données dans d'autres bases de données, qu'elles soient extérieures, des données météorologiques pour le transport qui peuvent influer, impacter les données, le mode de transport, ou des données économiques en macroéconomie pour pouvoir avoir des données sur des taux de change, pour pouvoir avoir des informations et croiser ces informations-là, mais avec une base en interne. Alors moi d'abord, ou qu'est-ce qu'elle t'apporte déjà peut-être? Oui, c'est pas que je vois son arrivée, c'est que j'attends vraiment son déploiement à plus grande échelle. Et les outputs de l'IA avec un système de pilotage de la supply chain qui est déjà, par exemple, robuste, ce sera vraiment majeur. Alors, c'est là où on rentre vraiment dans un système plutôt qu'anticipatif, prédictif. Donc, le premier output, c'est la prédiction des risques, parce que les retards de transport, les défauts qualité, les ruptures de matières premières, grâce à l'analyse de tout l'historique des échanges, des emails, des temps de validation, des jalons par exemple, et des signaux faibles, ça va donner des informations très importantes. Ça va permettre aussi d'optimiser des scénarios, parce que on sait comment fonctionne aujourd'hui l'IA chacun de notre côté. Ça propose généralement des simulations. Donc, on va pouvoir simuler l'impact d'un décalage de production, par exemple, dans une usine qui est en Asie, sur les délais, sur les coûts, et peut-être proposer un plan B plus rapidement. Et puis enfin, ça va servir à automatiser des tâches qui sont répétitives, comme le traitement documentaire. On en a parlé tout à l'heure, le rapprochement des data fournisseurs, des factures, et aussi sur les alertes de conformité. Demain, je pense que l'IA, elle permettra non seulement de réagir plus vite, mais surtout de piloter la supply chain amont de façon vraiment prescriptive, en proposant des solutions qui soient optimisées, alignées avec les objectifs économiques et environnementaux de la marque. Et je veux bien prendre aussi là un exemple concret. Admettons qu'une usine au Vietnam annonce un retard dans sa production, et en plus on a des informations qu'il y a une tempête qui bloque le port d'embarquement. Et ben avec un plug d'IA connecté à la plateforme, le système il identifierait tout de suite le risque. Il proposerait des scénarios alternatifs. Par exemple, s'il est encore temps, transférer une partie de la production sur un sourcing plus proche, par exemple en Turquie, d'anticiper peut-être un transport aérien pour des volumes critiques, ou réorganiser aussi des vitrines dans les points de vente pour respecter un plan d'activation. Et l'équipe peut décider et agir en conséquence très rapidement, avec tout de suite des impacts chiffrés et des nouveaux délais et la totalité des impacts en fait.
Et ce qui est important, c'est que ce type de plug, c'est ce que je disais, c'est comme quand on utilise chacun de notre côté aujourd'hui ChatGPT, il ne se contente pas de signaler un problème, mais il va prescrire aussi des décisions selon des priorités que chaque marque aura décidé. Une priorité de coût, une priorité de délai, une priorité d'impact environnemental. On en profite aussi pour vous remercier pour votre temps, votre disponibilité et l'expertise dont vous faites preuve. Pour nous, c'était vraiment appréciable quand on a des sollicitations de la part de nos adhérents. L'idée, c'est de pouvoir leur apporter des réponses et quand en fait on a des gens comme vous sur qui on peut compter, c'est appréciable. Merci. Ouais, et je joins ces remerciements évidemment et j'en profite pour rebondir sur plusieurs choses qui ont été mentionnées chez toi. L'aspect PME, c'est totalement compatible. En fait, on parle d'une technologie qui peut être mutualisée dans des achats, deux, travailler ensemble avec des use cases. Je vois chez d'autres marques, moi aussi, donc je fais ça, je vais vous les témoigner. L'IA, on ne passera pas à travers. Donc, elle ne remplacera pas, je pense. On a une intervention sur le sourcing d'un spécialiste de certaines affaires, celui-là d'ailleurs. Et donc, il vaut mieux être en capacité de la compléter. Notre rôle avec Chris au sein de l'organisme qui réunit les marques et qui le réunit aussi, c'est de vous aider à anticiper ces problématiques-là, de vous accompagner sur plusieurs typologies de solutions. Effectivement, on n'a pas les mêmes ressources que quand on est aux ressources humaines, quand on est une PME que quand on est un grand groupe, et puis on n'a pas les mêmes échéances, il y a une capacité d'achat, etc. Mais c'est compatible. C'est vraiment ça dont je voulais témoigner. Bon, il y a une même contrainte. Et de toute façon, in fine, il y a les mêmes contraintes et puis il y a les mêmes attentes clients. Et voilà. Et j'insiste encore une fois, vraiment, le gros potentiel, traçabilité, transparence en mariage, puisque je suis, moi, personnellement, en relation avec la direction générale de la prévention des risques, la direction générale des entreprises, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Économie pour la renégociation du cahier des charges, notamment bref. Ce qui m'amène à finir avec, on a parlé beaucoup d'avant, mais n'oubliez pas dans les entreprises de ceux qui nous écoutent, que ça concerne aussi votre travail à anticiper et dérisquer les services de vos produits à l'heure où on est justement entre les réglementations françaises et européennes. Donc, il y a beaucoup d'avantages à travailler sur le Du coup, il faut changer de micro, du coup, on va essayer de changer de micro. Ouais, on a une remarque, on entend moins bien avec celui-ci. Bon, peut-être que ça va être un petit peu mieux avec celui-là. Je me permets une petite remarque, alors qu'elle n'est pas très, ça va être contre nous, hein. Sur ce que tu viens de dire en termes de traçabilité transparente, etc., de réglementation, pour ceux qui font agents de cotisation et adhérents des éco-organismes, en fait, ça peut irriter face à ceux qui font freerider et qui ne le sont pas. Et parmi ces gens-là, il y a évidemment en fait, un cercle large des adhérents à USC et Eurosina. Il y a des distributeurs qui mettent sur le marché un certain nombre de marques. Et quand ils voient d'autres acteurs en fait qui respectent pas les règles du jeu, ça forcément ça les agace parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et donc, dans ces éléments d'éco-modulation, d'éco-participation, certains gros acteurs, comme en fait, en étant un petit peu irrités par ça, commencent à dire que ils vont lâcher les listings de ceux qui jouent pas le jeu. Donc voilà, on appelle ça de la délation, on appelle ça ce qu'on veut, on trouve ça peut-être un petit peu délicat, mais ce qu'il y a, c'est que ça peut arriver à la fois sur la filière textile habillement, sur la filière sport, ASL, etc. Donc c'est vraiment arrivé. Donc voilà, c'est pas une menace, hein, mais c'est simplement de dire que pour certains qui respectent véritablement les réglementations, ils ont parfois envie de pousser le curseur, puisque tu citais en fait directeur général des entreprises, etc. Ils ont envie de pousser le curseur auprès des acteurs de réglementation et de régulation pour faire en sorte que tout le monde le respecte et qu'il n'y ait pas qu'on arrête en fait la partie freerider. Et j'en profite pour ajouter les accès aux concours, aux AUI et aux appels d'offres dont j'ai parlé tout à l'heure sont conditionnés à la mise à jour de cotisation et de réglementation, bien entendu. L'autre sujet, puisqu'on est en train de parler de mise à jour, de réglementation, il y a la rétroactivité. Et il ne faut pas oublier, parce que là, on est en train d'échanger avec un certain nombre d'acteurs qui commencent à dire, bon, en gros, j'ai pas trop le choix, je vais devoir m'y mettre pour tout un tas de raisons, hein, et d'essayer d'accélérer sur les demandes d'expertise, notamment. Le seul truc, il faut leur rappeler que depuis le 1er janvier 2022, ils sont censés, en fait,
participer, avoir les éco-participations en cours. Et donc, en gros, maintenant, plus tard on s'y met et plus le montant est élevé pour pouvoir rattraper ce qui aurait déjà dû être fait. Et ça me validait à vous vendre aussi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, la différence aujourd'hui entre vraiment un investissement et une dépense, notre sujet, l'anticipation, et donc vous faites travailler avec des équipes comme vous. Ouais. Merci. Rien à ajouter. Bon, parfait, c'est la conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Merci, Val, super. Merci.